Il y a une phrase que j'ai entendue des dizaines de fois, prononcée par des femmes différentes, dans des villes différentes, avec des accents différents, mais toujours avec le même léger pincement aux lèvres. Indico Masabi. Je ne peux pas le dire. Pas parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent, pas parce qu'elles n'ont pas de mots, mais parce qu'une Filipina grandit dans une culture où demander pour soi, demander directement, clairement, sans détour, ressemble à quelque chose qui ne se fait pas. Où exprimer un besoin personnel, c'est risquer d'être un fardeau, où l'amour se montre en donnant, pas en demandant. Je m'appelle Marianne May, je suis Filipina, et je veux vous dire ce que nos hommes n'entendent pas parce que nous ne le disons pas. C'est l'histoire d'Antoine. Antoine Garnier avait 58 ans quand il a atterri à Cebu City pour la première fois. Il était venu de Lyon, ancien journaliste de terrain, maintenant consultant pour des documentaires sur les échanges culturels. Un homme qui avait passé sa vie à poser des questions à des inconnus dans des pays dont il ne connaissait pas encore la langue et qui avait développé, avec les années, ce sixième sens de l'interviewé, savoir quand se taire et quand parler, quand le silence dans une réponse contient plus d'informations que les mots qui l'entourent. Son ami Bernard, qui avait travaillé 2 ans aux Philippines pour une ONG, lui avait dit « Tu dois aller à ce but. Pas pour les plages, pour les gens, pour comprendre quelque chose que tu ne trouveras nulle part ailleurs. » Antoine était arrivé avec un projet documentaire sur les dynamiques familiales en Asie du Sud-Est. Il avait déjà filmé à Bangkok, à Hanoï, à Kuala Lumpur. Ce but était sa dernière étape. Il avait 3 semaines. Il ne cherchait pas une femme, il cherchait des histoires. Grace Santos avait 34 ans. Elle était née à Iloilo, cette ville sur l'île de Panay qu'on surnomme la Reine du Sud, une ville plus lente que Manille, plus catholique, plus attachée à ses traditions. Sa famille avait déménagé à Cebu quand elle avait 15 ans pour les études, pour les opportunités. Elle avait fait un master en éducation et travaillait maintenant comme directrice administrative dans une école privée dans le quartier de La Hougue. Grace était sérieuse et chaleureuse à la fois, deux choses qui, dans le contexte philippin, ne se contredisent pas. Elle organisait la vie de l'école avec une efficacité silencieuse, s'assurant que les professeurs avaient ce qu'il fallait avant même qu'ils ne sachent qu'ils en avaient besoin. Elle envoyait de l'argent à Iloilo chaque mois, pas pour s'y sentir obligée, mais parce que sa famille, c'était elle aussi, et que dans sa vision du monde, on ne sépare pas le soi des gens qu'on aime. Elle avait rencontré des étrangers dans son travail, des volontaires américains, des professeurs australiens, des visiteurs japonais. Elle les traitait avec la même chaleur professionnelle. Elle ne cherchait pas à sortir de son monde. Son monde lui suffisait. Antoine avait été mis en contact avec elle par le directeur de l'école, qui était l'ami d'un ami. Il cherchait une interlocutrice qui pouvait lui parler du système éducatif philippin pour son documentaire. Grace avait accepté un entretien de 40 minutes dans sa salle de réunion. L'entretien avait duré 2 heures. Non pas parce qu'Antoine posait de bonnes questions, il posait toujours de bonnes questions, mais parce que Grace répondait d'une façon qu'il n'avait pas anticipée. Pas seulement avec des informations, mais avec des nuances, des paradoxes, des contradictions qu'elle nommait elle-même. Elle lui avait dit : « Le système éducatif philippin souffre d'un problème de fond. On apprend aux enfants à mémoriser et à obéir parce que pendant des siècles, c'est tout ce qu'on leur a permis de faire. On sort des générations brillantes qui doutent de leur propre jugement. » Antoine avait arrêté d'écrire. Il avait regardé Grace. « Est-ce que vous en souffrez vous-même » Grace avait marqué une pause très courte mais présente. « Tout le monde en souffre un peu » avait-elle dit. C'est juste que certains le reconnaissent. C'était la première fois de cet entretien que Grace avait dit quelque chose sur elle-même. Antoine avait demandé s'ils pouvaient se revoir. Grace avait dit oui. Ce qui a suivi les 3 semaines d'Antoine à ce but n'est pas une histoire de séduction. C'est une histoire d'apprentissage, lent, parfois maladroit, parfois éclairant. Une histoire d'un homme qui avait passé 30 ans à écouter des inconnus et qui a découvert que certaines choses ne s'entendent que si on sait chercher entre les mots. La première vraie leçon est venue 1 semaine après leur premier entretien. Ils déjeunaient dans un restaurant modeste près de l'école. Du lechon kawali, du kangkong sauté, du riz gluant. Grace rentrait d'une matinée difficile, une réunion avec le conseil d'administration, des décisions budgétaires qu'elle désapprouvait, mais qu'elle ne pouvait pas changer. Antoine avait demandé comment s'était passée sa matinée. Grace avait souri. Bien, avait-elle dit. Occupée. Et elle avait demandé à Antoine comment avançait son tournage. Antoine, l'intervieweur de 30 ans, avait vu quelque chose dans ce sourire, quelque chose de légèrement contracté. Il avait posé son verre. Vous avez dit bien, mais votre visage dit autre chose. Grace l'avait regardé. Personne ne lui disait ça d'habitude. Les gens acceptaient le bien et passaient à autre chose. C'est juste une réunion difficile, avait-elle dit. Vous voulez en parler ? Elle avait hésité. Pas longtemps, mais l'hésitation était là. Ce n'est pas très intéressant. Pour moi, si. Et là,
Avec cette simple phrase, dite avec la conviction tranquille de quelqu'un qui pense vraiment ce qu'il dit, Grace avait commencé à parler. Vraiment parler. Pas du résumé de la réunion, mais de ce que c'était d'être dans une position où on voit clairement ce qui ne va pas et où les règles culturelles ne permettent pas toujours de le dire directement. Où le respect de la hiérarchie et l'harmonie du groupe passent avant la vérité individuelle. Antoine avait écouté avec ce silence concentré de quelqu'un qui ne prépare pas sa prochaine phrase, mais qui reçoit vraiment ce qu'on lui donne. Quand Grace avait terminé, il avait dit simplement: c'est épuisant de porter ça. Pas de conseils, pas de solution. Juste, c'est épuisant, c'est réel. Grace avait regardé son assiette. Puis elle avait dit, doucement: oui, je veux m'arrêter ici pour vous expliquer quelque chose de fondamental dans la culture philippine. Il existe un concept que nous appelons IA, souvent traduit par honte ou pudeur, mais c'est trop simple. IA est une conscience aiguë du regard des autres sur soi. C'est la peur d'être un fardeau, de prendre trop de place, de demander ce qu'on ne mérite peut-être pas. Une Filipina apprend très tôt que ses besoins personnels passent après les besoins de la famille, du groupe, de la communauté. Elle apprend à s'occuper des autres avant de s'occuper d'elle-même. Elle apprend que demander, pour elle, pour son propre confort, pour sa propre douleur, est une forme de faiblesse, presque une ingratitude. Alors elle ne demande pas, elle dit bien. Elle dit ça va. Elle sourira pendant qu'elle est épuisée, parce que montrer son épuisement serait imposer son état aux autres. Ce que Grace a ressenti ce midi-là, c'est rare. Un homme qui n'a pas accepté le bien sans question. Un homme qui a vu sous la surface. Un homme pour qui elle n'avait pas à performer sa force. C'est ce qu'une Filipina attend de son homme, et ne sait pas comment demander. Il y avait une autre scène, une semaine plus tard. Grace avait eu une conversation téléphonique avec sa mère à Iloilo, une de ces conversations de 30 minutes qui commencent par Kumutsta et finissent par un silence chargé. Sa mère était malade, pas gravement, mais suffisamment pour inquiéter. Grace avait raccroché et repris son travail immédiatement. Antoine l'avait croisée dans le couloir de l'hôtel, où il se retrouvait parfois pour travailler. Il avait vu quelque chose, la façon dont elle tenait son téléphone encore dans la main, la façon dont elle regardait sans voir. Votre mère? Grace avait levé les yeux, surprise. Comment vous savez? Votre façon de tenir le téléphone après un appel, c'est différent selon que l'appel était joyeux ou inquiétant. Grace avait ri, un rire un peu surpris, un peu ému. Ma mère? Un peu fatiguée. Rien de grave. Pause. Enfin, pas encore. Antoine n'avait pas répondu tout de suite. Puis il avait demandé comment elle s'appelle. Rosario. Mais on l'appelle Nané Rosing. Et qu'est-ce qu'elle fait, Nané Rosing, quand elle n'est pas fatiguée? Grace avait regardé Antoine avec quelque chose de différent dans les yeux. Comme si cette question ouvrait une porte qu'elle ne savait pas qui était fermée. Elle avait parlé de sa mère pendant 20 minutes, de ses gâteaux de riz à l'occasion de la fête de Noël, de son habitude de lire les évangiles chaque matin à 5 heures, de la façon dont elle savait toujours, sans qu'on lui dise rien, quand quelqu'un, dans la famille, avait du chagrin. Antoine avait noté le prénom, Nanei Rosing. Il avait posé des questions sur les gâteaux de riz. Il avait demandé si la tradition des évangiles du matin venait d'elle ou de ses propres parents. Ce n'était pas une technique. Antoine était vraiment curieux. Mais cette curiosité, cette volonté de connaître la mère de Grace, pas comme information de fond, mais comme personne réelle, avait touché quelque chose que Grace ne savait pas susceptible d'être touchée. Il y a un concept fondamental dans la culture philippine que j'appelle kapwa, un mot sans traduction exacte, souvent rendu par unité avec les autres, ou l'autre comme une extension de soi. Dans la philosophie philippine, kapwa signifie que la séparation entre moi et l'autre est moins nette qu'en Occident. Je ne suis pas une unité isolée. Je suis ma famille, mes ancêtres, mon barangay, ma communauté. Quand vous honorez ma mère, vous m'honorez. Quand vous mémorisez le nom de ma sœur, vous me dites « Tu n'es pas seule, tu as une histoire et je l'accueille ». Antoine, en demandant des nouvelles de Nané Rosing, en voulant savoir comment elle faisait ses gâteaux de riz, avait fait exactement ça. Il avait dit « Ta famille est réelle pour moi, et donc tu es réelle pour moi, dans toute ta complexité, pas seulement la Grace professionnelle du bureau. C'est une chose qu'aucune Filipina ne demandera à un homme de faire, mais c'est une chose qu'elles attendent, silencieusement, profondément, comme une mesure de la qualité de l'amour. » Il y avait encore une scène. Celle-là, Grace me l'a racontée avec le sourire de quelqu'un qui revoit quelque chose pour la 100e fois et trouve encore de quoi sourire. C'était un dimanche. Grace avait prévu de préparer du pochero pour sa cousine qui venait déjeuner, un plat long, avec des saucisses de cébu, des légumes, du pois chiche. Beaucoup de préparation. Elle avait mentionné ça à Antoine en passant, sans y accorder d'importance. Le lendemain, Antoine lui avait envoyé un message. « J'ai trouvé l'épicerie coréenne que tu avais mentionnée la semaine dernière. Ils ont les saucisses Cebu. Je t'en ai pris un paquet, au cas où l'autre marque que tu utilises ne serait pas disponible. » Grace avait lu ce message 3 fois. Il ne lui avait pas dit « Appelle-moi si tu as besoin ».
Il avait juste fait, sans qu'elle demande, sans faire de bruit. Il avait retenu quelque chose qu'elle avait dit en passant une semaine plus tôt et l'avait transformé en action concrète. C'est ce que nous appelons malazakit, un mot que je traduis souvent par soin proactif. Pas le soin qui attend qu'on lui demande, le soin qui remarque, qui anticipe, qui agit. La mère qui prépare le médicament avant que l'enfant dise qu'il a mal à la tête. L'ami qui appelle le jour avant un rendez-vous difficile. L'homme qui note, 2 semaines plus tard, qu'il y a quelque chose à faire et qui le fait silencieusement, sans attendre de remerciements. Malasakit est la langue de l'amour que les Philippinas parlent depuis l'enfance et qu'elles attendent d'un partenaire. Non pas des cadeaux. Non pas des mots. Des gestes qui prouvent qu'il a vraiment écouté, qu'il fait attention. Que son attention est continue, pas épisodique. Une Philippina qui a Malasakit d'un homme qui sent qu'il prend soin d'elle de cette façon silencieuse se sent vue. Et se sentir vue est peut-être la chose la plus précieuse qu'un homme puisse offrir à une Philippina qui a passé sa vie à s'occuper de tout le monde sauf d'elle-même. Ce ne sera jamais demandé. Ce sera attendu en silence. Antoine ne savait pas le mot malazakit, mais il le pratiquait parce que 30 ans à interviewer des gens lui avait appris que les détails comptent. Que retenir ce que quelqu'un dit en passant, c'est lui dire « tu m'intéresses ». Pas juste tes idées. Toi, la scène suivante est peut-être la plus importante. Il dînait un soir avec un groupe de collègues de Grace, des professeurs, l'autre directeur administratif, une ancienne camarade d'université. Antoine était le seul étranger. La conversation se passait surtout en tagalog, avec des îlots d'anglais ici et là. Il comprenait peu, mais il observait. À un moment, la conversation avait porté sur un sujet scolaire, une initiative pédagogique que Grace avait portée et mise en place l'année précédente. Les collègues en avaient parlé avec enthousiasme, citant des résultats, mentionnant le nom de Grace plusieurs fois. Antoine avait demandé à la personne à côté de lui, en anglais, de lui expliquer de quoi il s'agissait. Elle lui avait résumé l'initiative en 2 phrases. Antoine avait alors regardé Grace, de l'autre côté de la table, et avait dit assez fort pour que les autres entendent « Je n'avais pas réalisé à quel point c'était ambitieux. Ce que vous avez mis en place demande une vraie vision. » Grace avait légèrement rougi, pas de gêne, d'autre chose. Parce qu'une Philippina, élevée dans la culture du IA, dans la valeur de la modestie, dans la conviction que se mettre en avant est presque mal élevé, ne dira jamais « Regardez ce que j'ai accompli ». Elle ne peut pas. Les règles culturelles ne le permettent pas. Mais quand quelqu'un le dit pour elle sincèrement, publiquement, sans excès, ce quelqu'un lui donne quelque chose de précieux. Il dit « Ta valeur est réelle et je la nomme parce qu'elle mérite d'être nommée ». Ce n'est pas de la flatterie, ce n'est pas du compliment stratégique. C'est reconnaître à voix haute ce que la culture lui a appris à taire. Et ça, c'est encore une des choses que les Philippinas n'oseront jamais demander. Sois fière de moi devant les autres. Mais elles l'attendent profondément, longtemps. Il y avait encore une chose qu'Antoine a faite, sans le savoir, sans stratégie, qui a peut-être tout changé. Un soir, il marchait le long de la mer à Mactan, la brise salée, le bruit des bateaux dans le port. Antoine avait demandé à Grace ce qu'elle aurait voulu faire si les circonstances avaient été différentes. Pas comme profession, comme vie. Si elle avait eu tous les choix du monde. Grace avait marché en silence un moment, puis elle avait dit « J'aurais voulu être chercheuse en histoire de l'éducation. Écrire des livres sur comment les systèmes scolaires façonnent les identités. » Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ma famille avait besoin de quelqu'un de stable, quelqu'un avec un vrai salaire. Et puis, elle s'était arrêtée. Et puis, je me suis dit que ce n'était peut-être pas pour moi, que c'était trop ambitieux. Antoine avait marché 2 pas en silence. Puis il avait dit « Vous savez ce que c'est, lutter en aloube ?» Grace l'avait regardé surprise. « Vous connaissez ce mot ?» Quelqu'un me l'a expliqué à Manille. La dette de gratitude envers ceux qui vous ont donné la vie, la famille, les opportunités. Grace avait hoché la tête. « Je me demande, » avait dit Antoine lentement, si parfois Lutang Naloub n'est pas aussi une façon de ne pas avoir à risquer d'échouer. Si mettre sa famille avant soi n'est pas parfois aussi pratique, parce que ça évite d'essayer ce qu'on veut vraiment et de ne pas y arriver. Silence. Grace n'avait pas répondu tout de suite. Puis elle avait dit « C'est une question cruelle, oui, et probablement juste. » Ce moment, cette conversation difficile, non concluante, qui ne donne pas de réponse mais ouvre des questions que Grace n'avait pas posées depuis longtemps, était une forme de respect extraordinaire. Pas le respect qui protège l'autre en évitant les sujets difficiles. Le respect qui dit « Je te crois capable d'entendre la vérité. Je te crois assez forte pour te regarder en face. » Une Philippina n'attendra jamais d'un homme qui la bouscule ainsi. Mais quand ça arrive avec douceur, avec franchise, avec la conviction que l'autre est adulte et entier, c'est quelque chose de rare et de précieux. Pagmamahal, le mot philippin pour l'amour, ne se traduit pas par sentiment, il se traduit par action quotidienne. Aimer, en tagalog profond, c'est ce qu'on fait, chaque jour, dans les petits gestes, dans les attentions continues, dans la façon dont on traite quelqu'un les jours ordinaires, pas seulement les grands jours.
Ce qu'une Filipina attend de son homme, en résumé, c'est ça. Le pagmamaal de tous les jours. Pas les déclarations, pas les grands gestes, la façon dont il dit son prénom, la façon dont il se souvient de ce qu'elle a dit en passant, la façon dont il remarque sa fatigue avant qu'elle la dise, la façon dont il est fier d'elle dans les petits moments, pas seulement quand elle réussit quelque chose d'important. Et ce n'est jamais demander. Parce que demander, c'est déjà perdre quelque chose. Elle attendra, elle observera, et elle saura assez vite si l'homme qu'elle a devant elle comprend ce langage ou non. Ce n'est pas injuste. C'est simplement la façon dont fonctionne un monde où l'amour se montre par les actes plutôt que par les mots. Antoine a compris ça, pas par un cours, pas par un livre, mais par l'attention qu'il portait naturellement. Parce qu'il avait appris, avec les années, que les histoires les plus vraies ne se disent pas directement, qu'elles se trouvent dans les silences, dans les pauses, dans ce qu'il dit entre les lignes. Grace, un soir au téléphone avec sa cousine, avait dit quelque chose que je garde pour la fin. Elle avait dit: Il me pose des questions auxquelles je n'avais pas pensé à répondre depuis longtemps. Sa cousine avait demandé, comme quoi, ce que j'aurais voulu faire, ce qui me pèse, ce que ma mère faisait le matin. Et tu lui as répondu? Oui. Sa cousine avait ri. Alors, c'est sérieux. Je m'appelle Marion May, et c'est ce que je voulais vous dire. Ce qu'une Filipina attend de son homme, et n'osera jamais demander, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas une liste de comportements à mémoriser. C'est simplement ça, être quelqu'un pour qui elle n'a pas besoin de performer sa force, qui remarque ce qu'elle cache, qui pose des questions sur ce qu'elle n'aurait pas dit spontanément, qui retient ce qu'elle dit en passant et y revient 2 semaines plus tard. Soyez ce lieu pour elle. Le reste viendra naturellement. Je veux vous parler de quelque chose que Grace m'a confié bien plus tard, quelque chose qui dit tout sur ce que les Filipinas vivent avec les hommes qui les aiment sans les comprendre tout à fait. Elle avait été dans une relation de 3 ans avant Antoine. Un homme de ce but, gentil, stable, travailleur, un homme qui lui apportait des fleurs le vendredi et l'amenait dans de bons restaurants. Un homme dont la famille aimait Grace et qui parlait d'avenir avec sérieux. Mais il ne lui posait jamais de questions. Pas sur ses pensées, pas sur ses doutes, pas sur ce qu'elle portait de difficile. Il était présent dans la forme, les dîners, les week-ends, les appels réguliers, mais absent dans la substance. Il assumait que si elle ne disait rien, c'est que tout allait bien. Et Grace, élevée à ne pas dire ce qui ne va pas, ne disait rien. Après 3 ans, elle avait mis fin à la relation. Elle n'avait pas su expliquer pourquoi à sa famille, qui ne comprenait pas. Il était parfait, disait-il. Stable, gentil, sérieux. Je sais, avait-elle dit. Mais je n'existais pas dans cette relation. Cette phrase « je n'existais pas » dit tout. Une Filipina peut passer des années dans une relation fonctionnelle où elle cuisine, organise, soutient, planifie, envoie de l'argent à la famille, garde le sourire, dit bien quand on lui demande comment elle va, et se sentir de plus en plus invisible. Pas parce que l'homme est mauvais, mais parce qu'il ne la voit pas son rôle, elle. Ce que Grace attendait, ce qu'elle n'a jamais formulé à voix haute parce que le formuler aurait semblé narcissique, excessif, demandeur, c'était d'exister, d'être une personne entière pour son partenaire, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe derrière le sourire. Antoine lui avait donné ça, pas parce qu'il avait lu un manuel sur les Filipinas, mais parce que la curiosité était naturelle chez lui. Il voulait savoir, il voulait comprendre. Il posait des questions et attendait vraiment de réponse. La différence entre les deux hommes n'était pas la bonté, c'était l'attention. Je veux vous parler aussi d'un concept qui est au cœur de tout ce que je dis, Utang Nalub. Utang Nalub signifie littéralement d'être à l'intérieur du cœur. C'est la gratitude profonde, presque cosmique, qu'un mission se ressent envers ceux qui lui ont donné quelque chose d'essentiel. La vie, la nourriture, l'éducation, l'amour. Pour une Filipina, cette dette envers ses parents est immense et réelle. Elle se manifeste dans l'envoi d'argent chaque mois, dans le fait de prendre en charge les soins médicaux des parents, dans les sacrifices professionnels faits pour rester proche de la famille ou subvenir à ses besoins. Ce qui est moins souvent dit, c'est que cette culture du don permanent, de se donner à ce qu'on aime, sans fin, laisse peu de place pour recevoir. La femme qui s'occupe de tout le monde n'apprend jamais à se laisser soigner. La femme qui donne sans compter ne sait pas comment demander. Et dans une relation amoureuse, cela crée un déséquilibre silencieux. Elle donne, elle s'occupe, elle est présente. Et elle attend, pas de l'égalité formelle, pas de la réciprocité calculée, mais un signe que l'autre voit ce qu'elle fait, que l'autre se souvient, que l'autre fait aussi, parfois, sans qu'elle demande. Malazakit, encore une fois. Ce soin proactif, qui vient sans demande, est la façon dont une Filipina se sent aimée. Antoine avait fait ça avec les saucisses. Il avait fait ça en retenant le nom de Nané Rosing. Il avait fait ça en demandant si Grace avait déjeuné avant une longue réunion. Il avait fait ça sans théorie, sans système, parce qu'il faisait attention. Parce que pour lui, faire attention aux gens était simplement naturel. Et pour Grace,
qui avait passé sa vie à faire attention aux autres, sans jamais sentir qu'on faisait attention à elle de cette façon-là, c'était différent de tout ce qu'elle avait connu. Il y a aussi quelque chose d'important à dire sur les silences. Grace avait des silences. Pas des silences hostiles, des silences intérieurs. Des moments où elle rentrait en elle-même, tratant quelque chose, réfléchissant à quelque chose. Ces moments, pour un homme qui ne comprend pas, peuvent sembler de la distance, de la froideur, un reproche. L'ex de Grace avait mal lu ces silences. Il pensait qu'elle lui en voulait. Il remplissait le silence avec des questions, des tentatives de légèreté, des propositions de sortie. Ça la fatiguait. Elle ne lui en voulait pas. Elle avait juste besoin d'espace intérieur. Antoine, après quelques jours, avait appris à lire des différences. Il y avait le silence de quelqu'un qui est bien, présente, pensante, pas besoin de mots. Il y avait le silence de quelqu'un qui portait quelque chose de lourd. Il avait appris à ne pas remplir le premier et à doucement frapper à la porte du second. Un soir, Grace était silencieuse d'une façon particulière, le regard dans le vague au-dessus de sa tasse de café. Antoine ne l'avait pas questionné. Il avait simplement posé sa main sur la table, proche de la sienne. Pas touché, proche, sans insistance. Grace avait regardé cette main, puis elle avait posé la sienne dessus. Aucun des deux n'avait parlé pendant un moment. Cette scène, si simple, si peu dramatique, était pour Grace plus révélatrice que n'importe quelle grande déclaration. Un homme qui sait être là sans exiger qu'on lui explique pourquoi il doit être là. Un homme qui offre sa présence sans condition attachée. C'est rare. Et c'est ce qu'aucune Filipina ne saura demander. Parce que comment formuler ça? Sois présent sans condition quand je n'ai rien à dire. Ça semble excessif. Ça semble demandeur. Alors elle ne dit rien. Et elle attend. Et souvent, elle attend longtemps. Je veux aussi parler de la fierté, pas l'orgueil, mais la fierté. Une Filipina qui a accompli quelque chose, une promotion, un projet mené à bien, une décision difficile mais juste, ne se mettra pas en avant. La culture lui a appris que se vanter est mal vu, que la modestie est une vertu, que les accomplissements parlent d'eux-mêmes et qu'il serait impoli de les nommer soi-même. Mais au fond, et c'est quelque chose qu'on dit rarement, elle voudrait que son partenaire les nomme, que son partenaire soit le miroir qui lui renverra ce qu'elle n'ose pas se dire à elle-même. Ce que tu as fait est remarquable. Je suis fière de toi. Pas pour moi, pour toi. Antoine l'avait fait ce soir-là au dîner devant les collègues de Grace. Et Grace avait légèrement rougi, non de gêne, mais d'une émotion pour laquelle elle n'avait peut-être pas de nom, quelque chose qui ressemblait à « je suis vue ». Ce mot, vue, revient toujours. C'est au cœur de tout. Une Filipina veut être vue, dans sa compétence, dans sa fatigue, dans ses silences, dans sa fierté qu'elle ne peut pas exprimer, dans ses doutes qu'elle cache derrière bien, dans son amour de sa mère qu'elle porte en silence chaque fois qu'elle envoie l'argent du mois. Être vue pour une Filipina, c'est être aimée. Et ça, aucune d'elles ne vous le demandera directement. Mais maintenant, vous savez. Je m'appelle Marianne May. Et si vous n'avez retenu qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit ça. Quand elle dit bien, regardez son visage. Quand elle est silencieuse, soyez là sans exiger qu'elle parle. Quand elle fait quelque chose de bien, nommez-le devant les autres. Quand elle mentionne sa mère, retenez le prénom. Ce ne sont pas des règles, ce sont des façons d'être présent pour quelqu'un qui a appris à être présente pour tout le monde, sauf pour elle-même. Soyez ce présent-là, c'est tout ce qu'elle attend. Il y a encore une chose que je veux vous dire sur la façon dont les Filipinas gèrent l'amour quand il arrive vraiment. Grace avait grandi avec l'idée que l'amour était un don qu'on offre, pas quelque chose qu'on reçoit. Sa mère lui avait dit, sans le dire explicitement, par l'exemple, par la façon dont elle vivait, que les femmes qui aiment bien sont les femmes qui donnent sans compter, qui sont là, qui ne faiblissent pas, qui ne demandent pas. Quand Antoine a commencé à faire ces petites choses, retenir Nané Rosing, noter les saucisses, poser sa main près de la sienne dans les moments de silence, Grace avait ressenti quelque chose de déstabilisant. Pas d'ingratitude, mais une sorte de vertige, comme quelqu'un qui a toujours porté un poids lourd et à qui on propose soudain de partager la charge et qui ne sait pas très bien comment lâcher. Elle m'avait dit « C'est bizarre, je ne sais pas bien recevoir, je ne sais pas comment être celle dont on s'occupe. » Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne savent pas. Les Filipinas qui semblent fortes, indépendantes, capables de tout gérer, souvent, cette force est une armure. Une armure que personne ne leur a appris à enlever. Pas parce qu'elles n'en veulent pas, mais parce qu'elles ne savent pas que c'est permis. L'homme qui aide une Filipina à poser son armure, doucement, sans la lui arracher, sans lui faire sentir qu'elle est faible pour ça, est un homme qui touche quelque chose de très profond. Antoine n'avait pas fait ça par stratégie. Il avait juste continué à être lui-même, curieux, attentif, sans attente de réciprocité. Et avec le temps, Grace avait commencé, presque sans s'en rendre compte, à dire des choses qu'elle ne disait normalement pas, à admettre qu'elle était fatiguée, à répondre honnêtement quand il demandait comment elle allait. Ce sont de petites choses. Mais pour une femme qui a passé 34 ans à répondre bien par réflexe, c'est énorme.
L'amour philippin, Pagmamahal, est une pratique quotidienne. C'est ce que l'autre fait chaque jour, dans les détails. C'est la façon dont il dit son prénom, la façon dont il coupe son verre d'eau et le pose sans mots, la façon dont il se souvient que le lundi est toujours dur et envoie un message le lundi matin. Ce ne sont pas des grands gestes. Ce sont des fils invisibles qui tissent quelque chose de solide. Antoine avait appris à tisser, mais parce qu'il était là, vraiment. Et Grace, pour la première fois depuis longtemps, avait l'impression d'exister entièrement. C'est ce qu'une Philippina attend. Et c'est ce qu'elle ne demandera jamais. Mais si vous savez lire entre les lignes, si vous apprenez à voir sous le sourire, à entendre sous le bien, à retenir ce qui est dit en passant, vous trouverez là quelqu'un qui vous attend depuis longtemps. Quelqu'un de vrai, de profond, de fidèle d'une façon que le monde occidental peine parfois à comprendre. Je m'appelle Marianne May. Prenez soin de vous et prenez soin d'elle. Une dernière image. Antoine était reparti à Lyon après 3 semaines. La semaine suivante, il avait envoyé à Grace un article sur la réforme des systèmes éducatifs en Asie du Sud-Est. Pas pour impressionner, pas pour montrer qu'il avait fait des recherches, mais parce qu'il avait pensé à elle en le lisant et qu'il savait qu'elle le trouverait intéressant. Grace avait lu l'article, elle avait répondu avec 2 pages de commentaires, Antoine avait répondu à ses commentaires, et ainsi avait commencé quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait vraiment planifié. Une conversation qui ne s'arrêtait pas, qui continuait au-delà du projet documentaire, au-delà des semaines, au-delà des fuseaux horaires. 6 mois plus tard, Antoine retournait à ce but. Il avait dit à sa sœur, avant de partir, « Il y a une femme que je veux que tu rencontres un jour. » Sa sœur avait demandé, « Qu'est-ce qu'elle a de spécial ?» Il avait réfléchi longuement. Puis il avait dit, « Elle a une façon d'être présente qui me rend plus présent aussi. » Comme si être près d'elle m'apprenait à regarder mieux. C'est peut-être la plus belle façon de dire ce que les Philippinas apportent. Quand elles sont vraiment là, quand elles se sentent en sécurité, quand elles n'ont pas besoin de performer leur force. Elles ont cette qualité de présence qui rend les gens autour d'elles meilleurs. Mais pour qu'elles soient vraiment là, sans armure, sans le bien de façade, sans la fatigue cachée sous le sourire, elles ont besoin de quelqu'un qui les voit, pas qui les regarde, qui les voit. La différence entre les deux, c'est tout ce qu'il y a entre une relation qui fonctionne et une relation qui donne la vie. Je m'appelle Marianne May. Voyez-les. Je veux ajouter quelque chose de concret. Pour les hommes qui écoutent et qui pensent, mais comment je commence? Commencez par poser des questions auxquelles vous voulez vraiment entendre la réponse. Pas comment tu vas, en passant, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui t'a marqué? Tu aimes quoi comme nourriture? Et qu'est-ce que ta mère faisait le dimanche? Retenez ce qu'elle dit. Le prénom de sa sœur, le nom de sa ville, la matière préférée qu'elle a étudiée et abandonnée. Revenez-y 2 semaines plus tard. Vous verrez son regard changer. Quand elle dit ça va, regardez son visage. Si les deux ne correspondent pas, dites-le doucement. Tu me dis ça, mais tu as l'air ailleurs. Vous n'avez pas besoin de résoudre ce qui ne va pas. Juste de nommer que vous avez vu. Quand elle réussit quelque chose, même une petite chose, nommez-le. Devant les autres si possible. Pas en faisant un discours, pas en la mettant dans l'embarras. Juste un mot sincère qui dit « J'ai vu ce que tu as fait et c'est bien ». Quand elle est silencieuse, soyez là. Pas à côté d'elle sur votre téléphone. Là, présent, disponible. Une main posée sur la table, proche. Un regard qui dit « Prends le temps qu'il te faut, je suis là ». Ce ne sont pas des techniques, ce sont des façons d'être. Et si elle vous demande de l'effort, c'est peut-être parce qu'elle pointe vers quelque chose que vous pouvez travailler en vous, cette capacité à être vraiment présent, à voir les gens tels qu'ils sont, à exister pleinement dans les moments ordinaires. C'est ce que Grace attendait, c'est ce que vous pourrez donner. Et quand vous le donnez, vraiment, pas en performance mais en vérité, vous découvrirez quelqu'un qui vous offre en retour un amour que vous ne soupçonniez peut-être pas possible. Un amour fait de petites choses quotidiennes. De gestes silencieux, de fidélité qui ne se proclame pas mais qui se vit chaque jour. Pagma Mahal. L'amour comme pratique. L'amour comme présence. L'amour comme le prénom retenu et les saucisses trouvées dans une épicerie coréenne un samedi matin. Je m'appelle Marianne May. Merci d'être là. Une dernière chose. Antoine avait demandé à Grace, lors de leur tout dernier dîner à ce but avant son départ, « Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, vraiment dit, ce qu'il voyait en toi ?» Grace avait réfléchi longtemps. Puis elle avait dit, « Ma grand-mère !» Une fois, elle m'a dit que j'avais les mains de quelqu'un qui bâtit des choses. Antoine avait hoché la tête. Elle avait raison. Grace avait regardé ses propres mains. Elle avait souri. Un sourire différent de tous les autres. Pas poli, pas professionnel, quelque chose de plus vieux, de plus doux. Comment tu sais? Je t'ai observé travailler, la façon dont tu tiens les choses, dont tu prépares les décisions, dont tu construis les gens autour de toi sans qu'ils s'en rendent compte. Ce soir-là, Grace avait envoyé un message à sa grand-mère à Iloilo, juste pour lui dire qu'elle pensait à elle. Sa grand-mère avait répondu avec un emoji cœur et un emoji priant les mains.
Quelquefois, être vu par quelqu'un, vraiment vu, vous permet de voir quelqu'un d'autre que vous n'aviez pas appelé depuis trop longtemps. C'est ça, Pagmamaal. Ce que l'amour vrai fait, il étend. Il agrandit. Il connecte.